Bon, bonjour à tous, bienvenue. Donc, je reçois à nouveau Pierrick, producteur de lait, agriculteur dans le Finistère. Donc, aujourd'hui, on voudrait parler de la politique de l'eau. C'est pas qu'on est encore en sécheresse, mais avec les inondations, on a vu beaucoup de commentaires d'agriculteurs, d'élus ou de citoyens qui ont dit il y a des inondations, pourquoi on stocke pas l'eau, etc., etc. Alors, je voudrais redonner la parole à Pierrick parce qu'il a travaillé le sujet. On a fait une conférence en Bretagne l'année dernière sur l'eau. Donc, Pierrick, à toi la parole pour parler de cette fameuse politique de l'eau pour les agriculteurs et pour la société, parce que c'est un bien Ouais, commun. Attention. exactement, exactement. Donc bonjour à tous. Euh, effectivement, aujourd'hui on manque pas d'eau. On a eu beaucoup d'eau cet hiver. Moi je prends l'exemple de Quimperlé par exemple, où on s'est retrouvé en un mois et demi. On a eu à peu près, allez, entre 550 et 600 millimètres d'eau sur les secteurs de Quimperlé, soit à peu près la moitié de la pluviométrie en un mois et demi. Donc quelque part c'est énorme. Donc on n'est pas en manque d'eau. Mais je te garantis, Philippe, que si on reste avec ce temps sec là pendant, allez, je laisse 15 jours, 3 semaines, et je pense que je mets la ceinture et les bretelles, on va commencer à entendre les voix dire ah ben c'est sec. Et évidemment, ça sera sec. Et on Donc, ne va pas discours inaudible pour le reste de la population qui dit les paysans, complètement. les paysans font que de se plaindre. Ouais, complètement. Et ça sera, et je peux comprendre qu'avec l'hiver qu'on a eu, que les gens puissent se dire, mais comment, mais c'est pas possible, ils disent des bêtises, avec toute l'eau qu'on a eue, c'est pas possible. Alors, ça va être intéressant de faire un peu, de comprendre ce qui se passe et ce qui s'est passé cet hiver, comme la plupart du temps. Et je vais essayer d'expliquer vers où on va. Alors, je prends les chiffres, comme lors de la conférence, sur les chiffres français. Donc, en France, à peu près, bon an, mal an, il pleut à peu près 500 milliards de litres d'eau par an sur la France. Hein. Les deux tiers repartent aussitôt par évaporation. Donc, on n'en parle pas, ce qui fait qu'il ne reste plus que, entre guillemets, 175 milliards de litres d'eau. Ça, ces 175 milliards de litres d'eau sont à notre disposition. Si on pousse le raisonnement encore plus loin, 175 milliards de litres d'eau que je divise par 365 jours Oui. et que je divise par 65 millions de Français, hein, bah, ça veut dire que chaque jour, chaque Français reçoit l'équivalent de 7 200 litres d'eau par jour. Les chiffres sont là. Maintenant, et j'ai fait les mêmes chiffres sur Quimperlé, on arrive à ces chiffres-là aussi. Donc, globalement en France, alors on va me dire entre le Nord et les différentes Oui, zones, oui. on est d'accord. Mais globalement, en France, on reçoit 7 200 litres d'eau par jour et par habitant. Chose importante. Maintenant, il faut mettre en face les besoins, parce qu'on a des besoins. Et le chiffre qu'on nous annonce, c'est toujours, c'est quelque part entre, allez, selon les communes, entre 150 et 250 litres d'eau par jour et par habitant. Ouais, c'est ça. Ça fait déjà plus que 2,5 à 3% des 175 milliards. Ou si tu préfères, ça fait que 2,5 à 3,5% des 7 200 litres d'eau que l'on reçoit chacun. C'est ça que C'est ça veut ça. dire. Hein. C'est ça. Donc ça veut dire que c'est déjà extrêmement peu. On est bien d'accord. Hein. On a besoin de 150, allez, on va dire 200 litres d'eau, et on en reçoit 7 200. Donc on a extrêmement peu de besoins finalement. Et on nous dit qu'on a besoin de beaucoup. Sauf que dans ces 200 litres d'eau qu'on nous veut, qu'on annonce comme nos besoins quotidiens, c'est pas uniquement pour prendre la douche, se brosser les dents, tirer la chasse d'eau, faire la vaisselle. C'est pas uniquement ça. C'est les besoins pour toutes les collectivités, c'est les besoins pour les industries, les artisans, les commerces et les familles, bien sûr. Donc, quand on nous dit qu'on a besoin de 200 litres d'eau par jour par habitant, en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas Non. pour les familles. Ce n'est pas que pour les familles. C'est pour les familles et toute l'activité économique, en fait. Ce qui Donc, représente peu, en fait. mais c'est ridicule. C'est très peu. Donc, on y reviendra sur ce chiffre-là un peu plus tard. Donc, on a des besoins qui sont très peu, très faibles.
Donc moi, la question que je pose, comment est-ce qu'une telle quantité d'eau que l'on reçoit, avec des besoins aussi faibles, comment est-ce qu'on peut manquer d'eau? C'est juste pas possible. Et pourtant, et pourtant, il en manque. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le discours, dans le discours ambiant, les mots qui sont utilisés, il y a les mots ressources. On ne parle que de ressources en eau. Et donc, j'insiste, mais l'eau n'est pas une ressource. Je prends toujours l'exemple du bois. Le bois, si on n'en plante pas, ou si on ne laisse pas le bois pousser naturellement, il n'y en aura pas. Non. Ce n'est pas le cas de l'eau. L'eau, il n'y a personne, il y a pas d'usine à eau, il n'y a pas de fabrication d'eau, il n'y a personne qui peut revendiquer la propriété de l'eau, la création de l'eau. Ça n'existe pas. L'eau est là comme l'air qu'on respire. Donc, ce n'est pas une ressource, c'est un cycle. Et la différence est taille. Deuxième erreur de sémantique, encore, c'est la consommation d'eau. On est constamment en train de nous dire la consommation d'eau par-ci, la consommation d'eau par-là. Je reprends l'exemple du bois. Le bois, si on met une bûche de bois dans un poêle, il va en ressortir quoi? Deux choses. D'une part, de la chaleur et d'autre part, des cendres. Mais au final, c'est plus du bois. Non. Ça, c'est de la consommation. D'accord? L'eau, si tu bois 3 litres d'eau, Philippe, toi ou n'importe qui, hein, si tu bois 3 litres d'eau, ce qui va ressortir de ton corps, c'est 3 litres d'eau qui va ressortir, Oui. sous forme de transpiration, d'urine, etc. Donc, comme dans une maison, on fait rentrer 100 litres d'eau dans une maison, il va ressortir 100 litres d'eau. Oui. Donc, il y a pas de consommation d'eau, puisqu'il n'y a pas de destruction, tu vois, ça n'existe pas. Donc, l'eau, on l'utilise. Donc, ces deux notions de ressources et de consommation sont fausses. Il faut utiliser le cycle de l'eau et l'utilisation de l'eau. On la prend, on la restitue. En fait, sur le globe, il y a toujours la même quantité d'eau sur le globe en permanence. Oui, à peu près. Toujours la même. Il ne manque pas une goutte d'eau à l'appel. C'est toujours la même eau et c'est la même eau qu'on retrouve depuis la nuit des temps. C'est pour ça que lors de la conférence, je disais que c'est ma voisine, Anne-Marie, qui était dans la salle. Quand elle était petite fille, ses professeurs lui disaient, n'oubliez pas que nous buvons l'eau que les Romains ont urinée. Et dans cette phrase, on retrouve tout, en fait. Tout est dit. Effectivement, c'est pas une ressource, donc c'est bien un cycle, et qu'on ne consomme pas l'eau et qu'on l'utilise. Donc, on va la retrouver. Bien Et sûr. donc, c'est bien ce cycle-là qu'il faut travailler, qu'il faut entretenir, qu'il faut mettre en place. Et donc, c'est surtout l'inverse qu'il ne faut pas faire, c'est casser ce cycle de l'eau. Et donc, il faut la retrouver en permanence. Donc, voilà. Autre phrase toute faite, qui est absolument fausse, c'est l'eau qui s'évapore, c'est de l'eau perdue. Ah bon? Elle devient quoi? Mais non. En fait, l'eau, quand elle s'évapore, elle va revenir sous forme de pluie. Oui. Mais ça, c'est ce qu'on a appris à l'école. Donc, ça m'amène à ce discours-là qu'on entend entre ressources, consommation, l'eau qui s'évapore et qui est perdue. Ça nous amène à penser, et ça, on le fait tout seul, ça nous amène à penser que l'eau est un volume. C'est pas vrai. C'est pas un volume parce qu'effectivement, c'est un cycle qu'il faut. Un Et cycle. un volume, c'est un volume qui diminuerait, diminuerait, diminuerait. Ben non. Ça, c'est un discours qui est absolument anxiogène. Et c'est pour ça qu'on a des gens qui sont anxieux, qui sont inquiets. Et c'est ce qu'on appelle de l'éco-anxiété. Ben oui, ça fait partie de l'éco-anxiété. Il n'y a rien de plus faux, en fait. C'est un mensonge, je vais dire un mensonge d'État. Mais c'est un mensonge, en fait. Et toutes les personnes qui parlent de ressources en eau, qui parlent de consommation d'eau, eh ben, soit elles se trompent, soit elles mentent. C'est pas plus compliqué, ou les deux à la fois. Bon. Mais en tout cas, c'est un discours qui est absolument faux et qui nous conduit à penser qu'on va manquer d'eau. Or, à partir du moment où c'est un cycle, on ne va pas manquer d'eau, on a de l'eau à disposition. C'est là qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. C'est là que je voulais t'amener, donc sur le cycle de l'eau. Donc, le cycle de l'eau qu'on apprend à l'école,
avec évaporation au-dessus de l'océan, oui, condensation, un petit coup de vent qui nous amène de l'eau et on reçoit des pluies. Donc ce cycle-là, il est vrai, mais il est incomplet. Il est totalement incomplet, mais il est vrai. En fait, ça ne correspond, les pluies de l'océan ne correspondent qu'à 30%, 30 à 40% des pluies que l'on reçoit. de la pluviométrie. Mhm. Et oui, le reste, ça vient du continent même, de la végétation, de l'évaporation et de l'évapotranspiration. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, ça a été théorisé dans les années 90, il me semble, par une hydrologue suédoise qui s'appelle Malin Falkenmark. Oui. Voilà. Et qui a expliqué effectivement que l'essentiel de nos pluies, les deux tiers, on va dire, de nos pluies viennent du continent même. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne. Donc, comme j'ai expliqué l'utilisation de l'eau, quand tu bois de l'eau, tu transpires et tu rejettes, Oui. eh bien, la végétation verte, la végétation fait exactement la même chose. Quand il fait chaud, une plante, comme nous, a besoin d'eau, donc elle pompe de l'eau et elle va rejeter. C'est ce qu'on appelle de l'évapotranspiration. D'accord? Eh bien, c'est comme ça aussi que, alors l'évaporation de l'eau, ça fonctionne comment? C'est ça aussi, il faut comprendre. L'évaporation de l'eau, c'est, comment je vais expliquer ça? En fait, quand il fait chaud, là, l'été, par exemple, l'été au mois d'août, il fait très chaud, la température est haute, et tout d'un coup, on a une pluie orageuse qui tombe. La pluie orageuse vient mouiller la route, par exemple, mais un champ aussi. Mais la route, on le voit très bien. Et tu reviens 2 heures après, ta route est sèche. Qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est passé? Comment la route a séché? En fait, l'eau, pour s'évaporer, elle prend l'énergie, donc la chaleur, de son support. Quand elle tombe sur la route, elle prend l'énergie de la route, donc la chaleur de la route, et l'eau s'évapore sous forme de vapeur d'eau. Et donc, c'est comme ça que l'eau part. C'est-à-dire que, alors là, je vais faire un calcul, un petit, une petite, une petite explication technique, scientifique. Pour faire monter l'eau de 1 degré, il faut 4 joules. Pour faire évaporer ce même gramme d'eau, il faut 2250 joules. Ça veut dire qu'il faut 500 fois plus. Donc, ce qu'il faut comprendre à travers cette démonstration, c'est comment dirais-je, l'évaporation de l'eau, c'est une formidable pompe à énergie, pompe à chaleur. En fait, c'est la seule façon qu'on a à notre disposition pour évacuer la chaleur. Donc, l'évaporation de l'eau, c'est d'abord l'évacuation de la chaleur. S'il n'y a pas d'eau, on n'a pas d'évacuation de chaleur. C'est comme nous, si on a trop chaud, tu bois de l'eau pour transpirer. Enfin, tu as intérêt de boire avant d'ailleurs. En fait, quand tu as trop chaud, ton corps transpire, c'est une façon d'évacuer la chaleur de ton corps. Et si tu n'as pas d'eau, bah, tu vas exploser par la chaleur. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est ça que ça veut dire. L'évaporation de l'eau, c'est d'abord l'évacuation de la chaleur. Ensuite, la chaleur monte, c'est sous forme de vapeur d'eau. La vapeur d'eau monte et arrivée dans les strates froides de l'atmosphère, il y a séparation de phase, on va dire, où la vapeur d'eau, il y a une partie qui se condense, qui, qui revient sous forme de pluie, et l'autre qui s'en va dans l'atmosphère. Ça s'appelle l'évacuation de la chaleur. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et donc, la pluie retombe. C'est exactement la même chose qui se passe au-dessus de l'océan. Oui. C'est exactement la même chose. Donc, quand on nous dit que l'eau qui s'évapore est de l'eau perdue, c'est un mensonge. C'est d'abord une évacuation de la chaleur, puis les futures pluies qui se préparent. Oui, c'est Donc, ça. c'est des choses qu'il faut comprendre. Tu vois? Donc, eh ben, la végétation verte, quand elle évapotranspire, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle évapotranspire, donc elle évacue d'abord la chaleur, puis ensuite elle prépare les futures pluies. Donc, s'il n'y a pas de végétation verte, ben, il n'y a pas d'évaporation, enfin, il n'y a pas d'évapotranspiration, donc il n'y a pas d'évacuation de chaleur et il n'y a pas de futures pluies. Et ben, c'est exactement ce qui se passe l'été dans nos champs de céréales. Oui. Si tu as un champ de céréales, donc comme là actuellement, nos champs de céréales sont verts, Oui. voilà, ils pompent de l'eau parce qu'ils sont en pleine croissance,
ils pompent de l'eau, il y a de l'évapotranspiration, et donc on a des températures qui sont, on va dire, tempérées, même Ouais. s'il fait frais. Mais elles sont tempérées. À partir du 15 mai, donc les céréales vont commencer à jaunir Mhm. légèrement. Elles vont, parce qu'elles commencent à mûrir, donc elles vont avoir moins besoin d'eau. Du coup, il y aura moins d'évapotranspiration et il y aura moins de pluie, d'évacuation de chaleur. Donc, il y aura moins de pluie en retour. En fait, quand tu te retrouves l'été devant un champ de céréales de plusieurs milliers d'hectares, et c'est ce qui se passe dans la Beauce, la Brie, les campagnes françaises, hein, l'été, eh ben, aujourd'hui, bah, c'est ça, la campagne l'été, c'est le choix de la céréalisation. Et ben, on se retrouve devant plusieurs milliers d'hectares de céréales, et ben, tu te retrouves devant quasiment un désert, comme le fait le Sahara. Il y a pas d'eau évaporée, il n'y a pas d'eau évapotranspirée, il n'y a pas d'évacuation de chaleur, du coup la température monte, et tu n'as pas de pluie au retour parce qu'il n'y en a pas dans l'atmosphère. Et donc, en fait, on a créé un désert Il n'y a pas de végétation. parce qu'il n'y a pas de végétation verte. On a créé un désert. Voilà. Donc l'été, s'il fait chaud, c'est en partie pour ces raisons-là. Si tu prends l'exemple de nos villes, pour revenir, parce que sortir du monde agricole, les villes qui s'étendent, c'est du bitume, c'est du béton, c'est de l'acier, c'est du verre, c'est tout ce que tu veux, c'est du plastique. En fait, ce sont des matières qui captent la chaleur, qui vont la restituer, Mhm. mais qui ne vont pas l'évacuer, parce qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a plus d'eau dans les villes, Mhm. donc il n'y a plus d'évacuation, il n'y a plus d'évaporation, il n'y a plus d'évapotranspiration. Conclusion, ben, les villes, elles montent à 35, 40 degrés. Oui, plus que ça. Mhm. Ben, c'est juste ça. Il suffit de remettre de l'eau dans les villes, ben, on remet de l'eau, puis de la végétation verte, et on va voir les températures qui vont à nouveau baisser. Donc, il y a tout un travail de fond à faire là-dessus, dans nos villes. Tu vois, les villes, l'été, tu mets les villes et les campagnes sans eau, bah oui, on crée des canicules, nous-mêmes, comme des grands, et on Mhm. crée des déserts comme ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà comment ça se passe. Voilà comment le cycle de l'eau, comment la végétation verte joue dans le cycle de l'eau. Alors, la pluie donc l'eau qui est évacuée par la vapeur d'eau, l'évaporation et l'évapotranspiration, elle monte dans les strates froides, comme je disais, et elle retombe. Il y a une partie de cette eau qui va un peu plus loin. Parce que le premier cycle, celui qu'on nous a appris à l'école, il est efficace sur à peu près 500-600 km à l'intérieur d'un continent. Et pourtant, au-delà, il pleut. Mhm. Et ben, c'est grâce à cette partie d'eau, et ça, c'est deux Russes, deux chercheurs russes, Anastasia Makarieva et Viktor Goshkov, qui ont théorisé là-dessus et qui ont expliqué qu'il y a une partie de cette eau qui continue et qui retombe sur les plaines, qui retombe sur la végétation verte, qui pompe de l'eau et qui évapotranspire, etc. Et le cycle continue, comme ça, sur des milliers de kilomètres. En fait, c'est une façon de faire circuler l'eau sur des milliers de kilomètres comme ça. C'est absolument fabuleux. Ouais. Et ouais, et c'est comme ça que l'eau arrive au cœur des continents. Mhm. Voilà. Donc, ça, ce sont trois cycles de l'eau. Voilà comment ça se passe. Alors, pourquoi pourquoi la végétation est plus importante? Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est la végétation qui fait le climat et pas l'inverse. Donc, c'est bien la végétation au sol. S'il n'y a pas de végétation, ben, il n'y a pas de pluie. Voilà. Donc, c'est exactement la différence. Comment dirais-je? Euh, S'il ne pleut pas dans le désert, c'est parce qu'il n'y a pas de végétation et pas l'inverse. On pense souvent qu'il n'y a pas de végétation parce qu'il n'y a pas d'eau. Non, non. C'est d'abord parce qu'il n'y a pas de végétation qu'il n'y a pas de pluie. Quand tu as compris tout ce que j'ai dit avant sur Oui. l'évapotranspiration, tu vois, c'est ça qui crée de la pluie. C'est la végétation qui crée la pluie. Et on revient toujours, en fait, au départ, avec Malin Falkenmark, l'hydrologue suédoise, tu vois, la pluie vient de la végétation, vient du sol. Donc c'est toujours le même mécanisme. Et c'est pour ça, si on, à l'inverse, c'est parce que s'il pleut quasiment constamment dans les forêts équatoriales, c'est parce que la végétation est luxuriante et abondante.
Voilà. Donc, c'est des plantes qui pompent beaucoup d'eau et qui rejettent automatiquement beaucoup d'eau. Donc, il pleut quasiment constamment dans les forêts équatoriales. C'est pour cette raison-là. Voilà. Donc, c'est toujours une histoire de cycle. Voilà, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Donc, Voilà. il faut adapter nos cultures suivant les territoires, nos régions, et faut faire de l'agroforesterie. Oui, il faudrait faire de l'agroforesterie, mais pas avec n'importe quoi. Alors, D'accord? il faut faire de l'agroforesterie. Effectivement, ça, c'est très important. Donc, j'avais montré des photos d'agroforesterie Oui. le 28 novembre. Il faut favoriser les arbres à feuilles caduques plutôt que les conifères, à éviter les conifères. Pourquoi? Parce qu'un conifère a besoin de 2 fois moins d'eau qu'un arbre à feuilles caduques. Et là, on va arriver sur ce qui s'est passé en 2022. Je m'explique. 2 fois moins d'eau prélevée, donc 2 fois moins d'eau évapotranspirée, donc 2 fois moins de chaleur évacuée, donc 2 fois moins de pluie en retour. Ah oui. Eh oui, donc toujours un arbre à feuilles caduques et pas des feuillus. Pas des, je dis des bêtises. Pas des Toujours conifères. un arbre, toujours un arbre à feuilles, toujours un feuillu plutôt qu'un qu'un conifère. Je dis des bêtises, laissez-moi, je Oui, mélange. plutôt qu'un conifère. Jamais de conifères. Il faut éviter les conifères. Les conifères, ils ont un rôle à jouer éventuellement pour couper les vents du nord-nord-est autour d'une maison, autour d'un bâtiment, pour éviter de casser ce vent froid. Voilà. Donc, ça C'est veut dire que dans les parcelles, dans les grandes parcelles, il faudrait faire des rangées d'arbres. des rangées d'arbres ou à la lisière. Ça devrait être le rôle de la PAC. C'est le rôle de la PAC, ça, normalement, de dire, ben voilà, alors, c'est pas à moi de définir, hein, Non. mais il faudrait peut-être mettre 5, 10, 15% de la surface, je sais pas moi, de la surface qui soit mise soit en agroforesterie tout autour, ou bien des rangées d'arbres, comme tu dis, voilà. Mais ce qui pourrait être fait aussi en interculture, on devrait imposer aux paysans, aux céréaliers, je ne sais pas, 5, 10, 15, 5, 10 ou 15%, je ne sais pas, hein, mais remettre des cultures vertes, c'est-à-dire soit des trèfles, soit des luzernes, soit des prairies. Et tout ça pour relancer, garder ce cycle de l'eau en, en continuité. Et Voilà, pour le ne pas relancer. rester en monoculture. Voilà, pas rester en monoculture de céréales. C'est surtout pas ça qu'il faut faire. Donc là, il y a un gros chantier à faire qu'il va falloir entreprendre, sinon on va à la catastrophe. Ah oui. C'est clair. Donc il faut relancer ce cycle de l'eau. À cet exemple, il y a le géographe Strabon, qui est un géographe qui datait au début de, ouais, il y a à peu près 1000, il y a plus de 1000 ans en fait, presque 2000 ans. Il disait cette fameuse phrase qu'à son époque, qu'un écureuil pouvait traverser la péninsule ibérique de Gibraltar jusqu'aux Pyrénées, d'arbre en arbre, sans toucher le sol. Ah oui, c'est vrai, j'avais su ça. Tu vois? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'arbres. Et en Ouais. fait, à l'époque, l'Espagne, parce qu'il s'agit de l'Espagne, en fait, l'Espagne était une terre qui était riche, fertile, il y avait des pluies régulières, abondantes, et il y avait toutes sortes de cultures. Depuis, on a tout rasé les arbres, Ah bah oui. l'industrialisation s'est mise là-dessus, le tourisme est venu là-dessus aussi, où on a bétonné, bitumé et tout ce que tu veux. Et aujourd'hui, un écureuil, il aura du mal à trouver un arbre en Espagne pour se mettre à l'ombre. Voilà. Et comment c'est l'Espagne aujourd'hui? Bah, tous les ans, ils ont des sécheresses. Oui. Voilà. Le Portugal, c'est pareil. Et si tu vas encore un peu plus loin, Socrate, dans le temps, donc Socrate, il disait aussi, quand il parlait de toute la plaine et des montagnes qui sont autour d'Athènes, il expliquait bien que déjà, à son époque, il voyait les dégâts de la dégradation du sol et des choix agricoles qui avaient été faits, puisqu'avant lui, dans les montagnes grecques, tout ce qui est autour d'Athènes, eh ben, il y avait dans les montagnes, il y avait du fourrage pour alimenter en abondance et des forêts pour alimenter les animaux. À son époque, il commençait à avoir déjà qu'il commençait à avoir des épisodes secs et donc des sécheresses et une dégradation du sol. Aujourd'hui, la Grèce, ce sont des incendies en permanence. Ah oui, oui, la Grèce, oui. Tu vois?
Eh ben, c'est exactement les mêmes choses qui sont passées. Exactement comme ça s'est passé aussi dans le nord le Sahara, le Sahel, C'est ça? qui, au moment des Romains, à l'arrivée des Romains, c'était des plaines fertiles. Ils ont rasé toutes les forêts, ils ont mis la charrue et ils ont donc mis des céréales au lieu de continuer à mettre des pâturages. Et aujourd'hui, ben, on a le désert qui s'appelle le Sahara. Voilà. En plus, les deux combinés, là, arracher les arbres et puis la charrue, les deux combinés, c'est désastreux. C'est désastreux. Et quand tu regardes aujourd'hui la politique agricole qu'on a en France, mais en Europe, ben, ça va exactement dans ce sens-là, où on mène une guerre terrible à l'élevage, donc moins d'élevage, moins de prairies qui sont capables de capter de l'eau, Oui. moins d'arbres, et on rase tout ça et on met des céréales. Et on retrouve exactement ce que je t'ai expliqué avant. Et ça commence par le sud de la France et c'est en train de monter. Tu vois, Et ça passe par. la charrue, le labour fait descendre le taux de matière organique. Oui, effectivement, parce que à chaque fois qu'on travaille le sol, Oui. on oxyde la matière organique de notre sol. Donc, en un mot, on détruit la matière organique de notre sol. Donc, là aussi, il va falloir donc notre capacité de rétention d'eau, hein, tout simplement. Hein. Donc, normalement, une tonne de matière organique est capable de garder 900 litres d'eau. Oui, c'est ça. Si tu détruis ta matière organique, et aujourd'hui, tu l'as déjà signalé plusieurs fois dans tes vidéos, le taux de matière organique, il est en train de descendre, de Ouais, descendre, on de est en descendre. dessous de 2%, je crois, en Europe. Ouais, eh Dans ben, le monde, on a été à plus de 4%. Et oui, depuis que l'homme utilise beaucoup la charrue et les tracteurs, voilà. Donc après, il existe d'autres techniques, hein. Il existe des techniques pour remédier à oui, ça. mais tout à fait. Mais ça va être une révolution à mettre en place. Hein. Ah On est oui, complètement, oui, oui, oui. ah, ben, on est complètement d'accord là-dessus. Hein. Donc, ou dans le même ordre d'idée, euh, les sécheresses, comment on les crée? Donc, par rapport à la végétation, c'est pour ça que c'est très important. Quand on dit d'adapter, il faut faire attention. Les forêts des Landes, la forêt des Landes était une forêt de feuillus autrefois, donc, et c'était une zone où il n'y avait pas de sécheresse, où il n'y avait pas de canicule. On a transformé ça en forêt de conifères, et tous Oui, les ans maintenant, il y a des incendies, des sécheresses. dans les Landes. C'est ce qui se passe pas très loin de chez toi, dans les Deux-Sèvres, Oui. le marais Poitevin, qui portait son nom de marais Poitevin, c'était une terre d'élevage. À l'époque, donc de 92, la PAC de 92, avec des gars comme Luc Guillot, parce que c'est la zone de Luc Guillot, et ben, on a favorisé les céréales. Il y avait eu Avec, l'époque Luc Guyot, qui était président de la FNSEA. exactement, avec Henri de Benoît, qui était le patron de la Henri de GPB. Benoît, qui était le président Voilà, de la GPB, Association des producteurs de blé. voilà, qui a torpillé le programme agricole du commissaire Ray McSharry, Près Marc qui Chary. lui, qui lui voulait aller sur une Europe agricole verte, donc avec des prairies et pas avec du maïs et des céréales. Donc c'est Henri de Benoît qui a torpillé ce projet-là et qui a mis en place le fameux Sir Léon Brittan, Sort qui Léon a mis en Britain. place, voilà, lui a mis en place ce modèle agricole qu'on a aujourd'hui. Hein. Et donc, lui, Guyot, s'est jeté là-dessus et donc il a asséché, il a Sort dégagé tous les Léon troupeaux. Britain a fait énormément de dégâts au niveau du libéralisme et de l'agriculture. C'est un nom qui ressort pas souvent, alors que c'est un des hommes qui a fait le plus de destruction, c'était la branche Thatcher dure, ça. Exactement. Et il a une grande responsabilité. Donc, lui, Guyot, ben, en voulant être avant-gardiste, ben, il a favorisé les céréales dans son département, dans les Deux-Sèvres. Donc, il a fait dégager les vaches. Donc, ils ont dégagé les haies, dégagé les prairies, et ils ont rectifié, dégagé dégagé les cours d'eau. Et en fait, ils ont mis la charrue dans le sol et pour mettre des céréales. Donc, les Deux-Sèvres, aujourd'hui, c'est une région céréalière. Oui, Voilà, c'est pas compliqué. Ouais. oui. Eh ben, tous les ans, depuis 20 à 25 ans, ils ont des sécheresses et des incendies. Oui, Systématiquement, on a des boisés, il n'y a pas de végétation. voilà, il n'y a plus de végétation, c'est une végétation verte qui permettait l'évaporation de l'eau, l'évapotranspiration. Donc la régulation thermique, c'est comme ça qu'il faut dire les choses, c'est de la régulation thermique et l'évaporation d'eau et l'évapotranspiration, comme nous quand on transpire, c'est de la régulation thermique. Eh ben, ils ont cassé ce cycle-là. Donc du coup, ben, ils ont des sécheresses et des inondations. Voilà. Donc
Maintenant, il va falloir travailler. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, ben, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce Le- on nous parle d'économie d'eau. On nous dit qu'il faut Hum. économiser l'eau. Bah, Alors, tu viens de démontrer que nous en fallait très peu. Et déjà, dans la question économie d'eau, il y a aussi des gens qui vont te dire, Pierrick, il faut créer des réserves, des plans d'eau, oui, des étangs, des bassines. oui, voilà. Alors, effectivement, l'économie d'eau, c'est le maître mot que. Alors, aujourd'hui, on va dire, pour faire plus simple, c'est quoi la gestion de l'eau qu'on a actuellement? Ben, c'est pas compliqué. La gestion de l'eau, telle que l'eau est gérée en France aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est quand il y a trop, on la jette. Oui, Quand il n'y a pas assez, on ferme le robinet. Et puis, entre les deux, eh ben, on laisse l'eau couler. oui. Et par définition, quand on laisse l'eau couler, elle coule. Et elle coule de plus en plus vite. Conclusion, c'est comme ça qu'on crée des inondations parce qu'on ne la retient pas. Oui. Voilà. Donc la définition simple d'une inondation, ben, c'est quand l'eau arrive trop vite. Et la définition simple d'une sécheresse, c'est quand l'eau part trop vite. Donc ça veut dire qu'on a un problème de gestion de l'eau et de régulation. Décidément, ce mot-là, on le retrouve souvent, nous, de régulation de l'eau. Donc l'économie d'eau. Alors, je ne vois pas comment on va pouvoir faire un effort sur l'économie d'eau, parce que comme je disais au tout début, on n'utilise que 2,5 à Voilà. 3,5% de l'eau. Donc, quand bien même on réduirait à zéro, je dis bien à zéro, nos besoins en eau, ça n'aurait aucune incidence Non. sur les cours d'eau. Aucune. Aucune. Donc, ça ne sert à rien. Donc, l'économie d'eau ne sert à rien. Maintenant, je vais démontrer pourquoi c'est une aberration. En fait, comme j'ai expliqué, il nous faut de l'évaporation de l'eau, il nous faut de l'évapotranspiration, mais pour avoir de l'évaporation et de l'évapotranspiration, d'abord, il faut qu'il y ait de l'eau à disposition des plantes. Et ensuite, il faut des plantes qui soient capables de pomper de l'eau et de l'évapotranspirer. D'accord? Donc, ça veut dire va falloir faire effectivement des réserves d'eau quand il y en a trop. Il ne Oui, faut pas avoir honte, il faut faire des réserves d'eau. Alors, je ne parle pas forcément des bassines, encore que l'irrigation, oui, c'est pas une catastrophe, loin de là, c'est non, remettre de l'eau sur un sol. Faut pas oui, oublier. En fait, tout ce qui est bassine, irrigation, c'est un révélateur de deux choses. D'abord, de notre mauvaise gestion de l'eau tout à fait. et du mauvais état de nos sols. Oui. Si nous avions une bonne gestion de l'eau, on n'aurait presque pas besoin, j'ai bien dit, presque pas besoin d'irriguer. Très peu, Et on bah, en- dans certaines zones, mais tout dépend comment on adapte les cultures. Parce que Voilà, dans les zones les plus sèches, si on mettait de l'allaitant ou du mouton avec des arbres, dans des modèles extensifs, ça passe, hein. mais oui, ça passerait. Et puis, l'idée, c'est bien de relancer ce cycle de l'eau. Relancer. Il faut surtout pas croire que la baisse des précipitations, c'est une catastrophe. Ça n'a pas toujours été le cas, je l'ai démontré tout à l'heure en expliquant, en reprenant le sens de l'histoire par, par l'Espagne, par Oui, la Maurussie, c'est-à-dire le nord de l'Afrique, et par la Grèce. Ce sont des choses on a eu des moments privilégiés parce qu'il y avait une végétation qui était verte et qui était abondante et qui avait besoin d'eau, donc qui utilisait beaucoup d'eau. Donc il faut retrouver cette logique-là, ce sens-là. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Alors l'économie d'eau, en fait, si on commence à économiser de l'eau, on va empêcher l'évaporation et l'évapotranspiration. Et du coup, on va casser le cycle. Il n'y aura pas d'évacuation de chaleur et il n'y aura pas de pluie en retour. Alors que c'est justement quand on est en période sèche, c'est là qu'il faut remettre de l'eau sur le sol. Et ainsi, donc on remet de l'eau à disposition des plantes qui vont évapotranspirer, oui, qui vont évacuer la chaleur et qui vont ramener cette eau-là sous forme de pluie un peu plus tard. Si on économise l'eau comme on nous demande de le faire, donc tu mets pas d'eau, c'est ce qui s'est passé en 2022, hein, et dès qu'il y a oui, une période sèche, donc on arrête tout ce qui est irrigation, on arrête d'arroser tout ce qu'on veut. Du coup, les plantes n'ont pas d'eau, elles ne peuvent pas évapotranspirer, donc il n'y a pas d'évacuation de chaleur, la température monte, et il n'y a pas de pluie en retour. En fait, on rentre dans un cycle infernal de sécheresse, de canicule et d'incendie, du coup. Parce que là, il suffit d'une allumette, la végétation se meurt, dessèche, une allumette, et ce sont des incendies. Et c'est exactement ça qui s'est passé en 2022 pendant la sécheresse.
On est sorti d'un hiver pas excessivement pluvieux, a suivi un printemps sec, et quand l'été est arrivé, n'ayant pas d'eau, parce que pas de réserve d'eau, rien n'a été anticipé. Du coup, la végétation a commencé à s'est retrouvée en situation de stress hydrique, plus d'eau à disposition des plantes, plus d'évapotranspiration, donc plus d'évacuation de chaleur, la température a monté dur, et plus de pluie en retour. Et donc la sécheresse qui a continué. Et là, il n'y a plus qu'une chose à attendre, ce sont les dépressions de l'océan. Ah oui. En fait, ce genre de situation, c'est nous-mêmes, les humains, qui la créons. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut remettre de la végétation, il faut remettre des arbres et remettre de la végétation verte l'été. Donc qui dit végétation verte, eh ben, ça passe par exemple par un peuplier. Les peupliers, c'est 1000 litres d'eau l'été, c'est 1000 litres d'eau par jour de pomper. Mais c'est aussi 1000 litres d'eau d'évapotranspirer. D'évaporer. Voilà. Un chêne, un châtaignier, c'est aux alentours de 500-600 litres d'eau par jour. Eh ben, c'est 500-600 litres d'eau qui sont prélevés et qui sont rejetés. Un fruitier, style pommier, c'est 200 litres d'eau par jour. Eh ben, c'est 200 litres d'eau qui sont rejetés. Tout ça, ça participe à évacuer la chaleur, donc régulation thermique, ça fait baisser la température et ça permet aussi à préparer les futures pluies qui vont arriver. Si tu enlèves tout ça, tu arrêtes tout. La température monte et tu n'as pas de pluie tout de suite. Donc tu crées une sécheresse et des canicules. C'est très facile finalement quand tu comprends, c'est très facile à réguler, à régler le problème. Donc l'économie d'eau, c'est justement quand on a besoin d'eau qu'il faudrait en remettre. C'est l'inverse qu'on fait. Donc cette situation d'économie d'eau, elle est simple, ça va transformer une situation délicate en catastrophe. Quand on a besoin d'eau, c'est là qu'il faut mettre. Il y a une période sèche, c'est toujours arrivé, c'est là qu'il faut les mettre en place, qu'il Ouais. faut remettre de l'eau pour casser cette dynamique infernale, tout simplement. Donc l'économie d'eau, telle qu'on nous la présente, c'est une aberration. C'est juste une aberration totale. Parce qu'en fait, quand on laisse l'eau couler, ben, elle va à l'océan, et là, on la perd. Ah bah Et oui. je parle, c'est de l'eau douce, hein. C'est l'eau douce dont on a besoin. Donc voilà, donc c'est très important. Alors, j'entends bien, il va y avoir des gens qui vont me dire, c'est un discours qui est totalement déraisonnable. On va prendre des chiffres. Alors, parce que le maïs, par exemple, le maïs, et je reviendrai après sur les réserves d'eau, hein. Le maïs, pour faire du maïs, alors j'entends toujours dire, et je suis un anti-maïs, hein, je tiens à le préciser, le maïs qu'on pointe du doigt comme une catastrophe. Alors, je peux comprendre que mettre du maïs pour mettre dans un méthaniseur, Là, c'est non, autre chose. c'est un autre débat. C'est bien ça. Moi, je dénonce le maïs pour le modèle agricole qu'il met en place, pas pour l'eau. Parce qu'en fait, l'été, c'est une des rares plantes vertes qui nous reste l'été. Oui, C'est le maïs. oui. Et ben, heureusement qu'on a ça, j'ai envie de dire. Malheureusement, ça me coûte de dire ça, mais c'est vrai. Donc, le maïs est une bonne plante l'été, mais ça me coûte de dire ça, mais c'est vrai, c'est une réalité. On a la chance d'avoir du maïs l'été parce que c'est une des rares plantes vertes qui nous reste, qui évapotranspire, donc qui participe au cycle de l'eau. Le maïs, moi, je dénonce pour le modèle agricole qu'il a mis en place, mais sur l'eau, quand on pointe du doigt le maïs, c'est une aberration, c'est scandaleux. Et pour preuve, je vais expliquer pourquoi. Pour faire 1 kilo de matière sèche de maïs, il faut 250 litres d'eau. Pour faire 1 kilo de maïs gras, il faut 300-350 litres. Pour faire 1 kilo de blé, il faut à peu près 500-600 litres d'eau. Pour faire 1 kilo de soja, il faut 900 litres d'eau. Pour faire 1 kilo de riz, ça c'est selon la technique employée, il faut entre 1500 et 5000 litres d'eau pour faire 1 kilo de riz. Et si on va jusqu'au bout, le mot maraîchage, ça vient de marais. En fait, parce que les légumes ont besoin de beaucoup d'eau pour, pour pousser. Donc dire que le maïs est un goinfre en eau, c'est faux. C'est faux. C'est même plutôt une plante économe.
Maintenant, effectivement, faire du maïs pour mettre dans les méthaniseurs et autres, mais c'est un autre débat. C'est bien le modèle Oui, ou agricole faire du maïs qui est en cause. irrigué pour exporter sur le port de La Rochelle pour concurrencer les Ukrainiens, c'est pas une bonne idée. Non, mais Voilà, ça n'a aucun faut sens. l'adapter suivant les territoires. Voilà. Donc, on peut avoir besoin du maïs pour passer une partie d'hiver ou une période sèche. Bien Ça, il sûr. n'y a pas de souci. Mais en dehors de ça, on devrait faire de l'élevage herbagé. Point barre. Donc ça. Donc, n'en déplaise aux détracteurs du maïs. Donc, le maïs est une plante plutôt économe en eau, donc Oui, plutôt adaptée aux périodes sèches. Voilà, c'est bon. Et pour preuve, pour faire un maïs en silage de 14 tonnes de matière sèche, qui est plutôt un bon rendement, oui. bah, il suffit de 3 500 000 litres d'eau. Voilà. Pour faire du blé, pour faire 80 quintaux de blé, il faut plutôt de l'ordre de 4 500 000 litres d'eau. Ah C'est oui. déjà beaucoup plus. Tu vois? Et on peut continuer. Et ce qui est assez paradoxal dans cette affaire-là, c'est quand on entend les gens dire qu'il faut arrêter de manger la viande nourrie au maïs et manger plutôt des céréales et des légumes. En fait, c'est exactement l'inverse. J'ai pas dit qu'il fallait arrêter. Si on suit la logique d'économie d'eau, hein, je précise bien, si on suit la logique d'économie d'eau, eh ben, on a tort. C'est juste l'inverse. Donc, donc ça tient pas la route. Non, en fait, Je vais encore. faut respecter toutes les diversités, que les gens mangent de la viande ou des légumes. C'est comme les cultures. Les cultures, il n'y en a pas à interdire. Faut les Mais non, adapter. En fait, faut revenir au bon sens, hein, c'est tout. voilà, il faut manger un peu de tout. Et l'eau, en fait, on l'utilise, on la consomme pas. Donc, c'est un faux débat de dire que le maïs ou les. Voilà, c'est totalement stupide de dire ça. En fait, l'agriculture, quand elle prélève de l'eau, elle le restitue sous forme d'évapotranspiration. Donc, c'est totalement, en fait, on est les premiers créateurs de pluie, j'ai envie de dire. Donc, c'est comme ça. Si on va un peu plus loin, quand je parle du maïs, par exemple, je reviens au maïs parce que c'est le sujet quand même Oui. qui est d'actualité, enfin, qui est souvent prégnant. Donc, pour faire 14 tonnes de matière sèche, il faut 3 500 000 litres d'eau pour une année. Sur un hectare, quand il pleut 1 mètre d'eau sur l'année, Hmm. c'est le cas chez moi. Je ne sais pas quelle est ta Oui, oui. pluviométrie sur l'île, mais quand il pleut 1 mètre, ça veut dire qu'il pleut. Donc, 1 millimètre d'eau, c'est 1 litre d'eau au mètre carré, hein. Hmm. Donc, ça veut dire 10 000 litres d'eau sur un hectare. Quand il pleut 1 mètre d'eau, il pleut 10 millions de litres d'eau sur un hectare. Oui. Le maïs a besoin de 3,5 millions Hmm. pour faire 14 tonnes de matière sèche. Hmm. On voit qu'on a de la marge, hein. Bien Franchement, sûr. on a de la marge. Donc, on ne peut pas accuser le maïs de gaspiller l'eau. Ce n'est pas vrai. C'est juste un mensonge éhonté. C'est tout. Donc, ça ne tient pas la route. Je prends cet exemple-là. Donc, la différence, elle va où l'eau? Donc, elle va où l'eau? Eh ben, comme je le disais tout à l'heure, en fait, la gestion de l'eau aujourd'hui, c'est quand il y a trop, on la jette. Quand il n'y a plus assez, on ferme le robinet. Et entre les deux, on laisse l'eau couler, couler, couler. Ah oui. Or, par la mécanique des fluides, quand on laisse l'eau couler, couler, ben, l'eau, elle coule. Et c'est comme ça qu'on crée une inondation. Voilà, parce qu'on la laisse l'eau. Donc, ça veut dire qu'on a un problème de gestion de l'eau. Donc, cette gestion de l'eau, ben, n'en est pas une. Et c'est appuyé par ce qu'on appelle la continuité écologique en France, qui veut que l'eau puisse s'écouler sans entrave. Donc, ça veut dire qu'on laisse l'eau couler, couler, couler. Moi, je suis à Quimperlé. Ben, on a vu le résultat de cette politique de l'eau où il faut surtout pas empêcher l'eau de couler. Ben, ce sont les inondations. Aujourd'hui, en France, n'importe où, avec 20-25 millimètres de pluie, eh ben, tu crées une inondation. C'est stupide. Ça vient de ça. Et l'Europe s'y est mise depuis août 2024 avec la loi cadre sur le libre cours qui veut restaurer 23 000 kilomètres au minimum, hein, 23 000 kilomètres de cours d'eau de libre cours, c'est-à-dire qu'on va laisser l'eau couler, couler, couler. C'est totalement irresponsable, totalement inconsidéré. C'est une catastrophe qui se prépare. Donc moi, je vous dis tout de suite, si on laisse les choses se faire comme on fait actuellement, et même détruire les réserves d'eau actuelles, qui sont parfois multicentenaires, eh ben, l'Europe va connaître des épisodes de sécheresse, de canicule, d'incendie et même de gel, parce que le gel est lié à ça. Donc Et voilà c'est pour ce ça que que je toi, dis. tu dis dans les exploitations, c'est pas ridicule d'avoir des plans d'eau ou plein de petites mares partout. D'ailleurs, moi, je me souviens, Exactement. quand mon père exploitait, il y avait plein de petites mares partout, hein. Exactement. En fait, quand on remet de l'eau, quand on garde l'eau, l'eau douce, alors il y a des choses à respecter, il y a des formes à respecter. En fait, il faut qu'il y ait une entrée et une sortie un peu plus basse.
et une forme, on va dire en forme de poire ou forme de Y pour la mare d'eau, et puis des berges étagées. Et donc, et des arbres tout autour, des feuillus, pas des conifères, pour créer de l'évaporation, créer de l'évapotranspiration, pour relancer le cycle de l'eau, évacuer les chaleurs. Enfin, je reviens sur l'évapotranspiration, mais c'est ce qui explique que l'ombre sous un arbre est différente de l'ombre sous un parasol. L'ombre sous un arbre, elle est fraîche parce qu'il y a de l'évaporation, de l'évapotranspiration, donc l'évacuation de la chaleur, ce qui n'est pas le cas sous un parasol. On est protégé du rayonnement solaire. Donc, si on remettait de l'eau dans l'atmosphère, de la vapeur d'eau, ça nous servirait de, comment dirais-je, de matelas, Oui. de protection. Donc, ça nous protégerait de l'effet de la bédo. Voilà. Donc, ce qui permettrait donc de protéger. On a tout à gagner à faire ce système-là. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir absolument faire des réserves d'eau, végétaliser, garder cette eau et utiliser les fonctionnalités de l'eau, qui sont l'évaporation de l'eau, l'évapotranspiration, la filtration et le ruissellement. L'eau, une fois que ton terrain autour de ta mare est gorgé d'eau, enfin, saturé en eau, on va dire, l'eau va aller un peu plus bas, elle va servir aux voisins. Et ainsi de suite, elle peut servir plusieurs fois. C'est une gestion lente, régulière, et un réapprovisionnement régulier de nos sols. Si on faisait ça l'été, on passerait l'été sans problème, on aurait de l'eau régulièrement, on aurait de l'eau douce en quantité, Oui, on puis n'aurait pas de canicule. les régions les plus sèches, soit il adapterait des cultures, soit il aurait besoin d'un peu d'irrigation l'été. Voilà. En Voilà, fait, l'eau, c'est pas une ressource, c'est un cycle. c'est un cycle. Et même les régions qui manquent d'eau aujourd'hui, et je pense au sud-est de la France, Oui, avec en remettant des feuillus, des donc des feuillus. chênes, des châtaigniers, etc., des saules, et bien si on remettait ce genre de végétation et si on remettait des plantes qui ont besoin d'eau et qu'on faisait des réserves d'eau, je te garantis que tout ce qui est les Pyrénées-Orientales, elles n'auraient plus ce genre de problème. Mais de toute Donc, façon, il y a sûrement des données parce que des pays, j'ai des amis, moi, qui sont en Thaïlande ou au Cambodge ou au Vietnam où bah, c'est très, il y a beaucoup d'arbres, hein. T'entends pas dire qu'ils sont en sécheresse. mais non, c'est pour ça, c'est juste ça, Donc, c'est ce que par je disais contre, tout à l'heure. ils ont des inondations, eux. Et ça, c'est un autre problème. Et ça, effectivement, il y a, alors, le problème des inondations, il y a un Chinois, oui, c'est un Chinois, qui s'appelle Monsieur Kong Yang-yu. Malheureusement, il est décédé. Et lui, il disait que plus on va contraindre l'eau, plus il y aura des inondations. En fait, si on contraint le cours d'eau, Mhm. ben, on crée une accélération du Oui. flux. C'est aussi simple que ça. Donc, voulait créer, il a déjà fait ça dans 200 villes en Chine, on crée des villes éponges. Donc, c'est-à-dire des villes qui sont capables d'accepter, d'encaisser un trop plein d'eau et on stocke l'eau et on laisse l'eau s'infiltrer, l'eau ruisseler tranquillement après. Mais il faut être capable de recevoir cette eau-là, qui de toute façon va servir à tout le monde, hein. C'est de l'eau douce, on en a besoin, et ben on va la retrouver, cette eau d'eau. En fait, il faut la gérer. Donc les inondations, c'est ça, c'est parce qu'il y a trop d'eau qui arrive. On veut contraindre l'eau, et ben elle accélère. Voilà, c'est tout, c'est C'est-à-dire aussi simple. que l'homme doit s'adapter à la nature, c'est pas, l'homme ne va pas commander la nature. Mais non, 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 mais c'est une illusion. Donc remettons de la végétation verte avec des arbres feuillus et on va régler beaucoup de problèmes. Faisons des réserves d'eau de sous-type de mares, de lacs, d'étangs, de tranchées d'infiltration. Des tranchées, en fait, l'été, quand il y a une pluie orageuse, on devrait avoir des fossés, mais des fossés inversés, des fossés qui récupèrent l'eau et qui la stockent. Parce que bien souvent, 2 jours après la pluie d'orage, on n'a plus d'eau. Alors que si on avait été, quand il y a une pluie d'orage de 40 millimètres d'eau, eh ben, si on avait été capable, ça fait des sacrés volumes d'eau sur la surface, hein. Si on avait été capable de garder au moins partiellement cette eau, ben, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, on va la retrouver cette eau. Et là, on remet l'eau dans le sol, on remet en route, euh, on sauve les cultures, on remet en route l'évaporation, l'évapotranspiration, et c'est les futures pluies qui vont revenir. De En toute fait, façon, tout on voit simplement, bien, parce que moi j'ai des étangs, auprès de mes étangs, j'ai des viticulteurs pas loin, la vigne elle gèle plus facilement, il fait plus froid auprès de mes étangs. oui. Alors, le gel, je voulais. Alors, je finis vite fait encore sur l'intérêt des réserves d'eau. En fait, si on a de l'eau,
on va retrouver de la biodiversité. Oui. Et oui, évidemment, tout ce qui est insectes, moucherons, tout ça, ça vit auprès de l'eau. Donc tu remets des mares, tu vas retrouver toute une faune, toute une flore, tu sauves la biodiversité. En fait, les sécheresses qu'on a eues l'été dernier, ou surtout les sécheresses de 2022, c'est la biodiversité qui prend très cher, en fait, hein. Et là, le comble de l'absurdité, c'est quand on voit les amoureux de la nature qui nous disent qu'il faut arrêter d'irriguer, arrêter d'arroser, qu'il faut économiser l'eau. En fait, en économisant l'eau, on va, on va saccager la biodiversité. C'est un comble. On est dans un comble absolument phénoménal, quoi. Donc, l'eau, il faut l'utiliser abondamment. J'insiste, il faut l'utiliser abondamment. Le mécanisme de penser qui veut que l'économie d'eau est une bonne chose, en fait, c'est une erreur. C'est une catastrophe. C'est un mauvais mécanisme de pensée. Voilà. Donc, tu voulais rebondir sur quoi, Philippe? Sur Ben, auprès de mes étangs, enfin mes étangs, moi oui, ou le les gel. autres, hein, Voilà. quand il y a des grands étangs, enfin de l'eau, il fait plus bas, hein, il fait plus froid, pardon, au bord des étangs, et la Alors, vigne, elle gèle plus facilement. ah, c'est discutable. En fait, Enfin, au bord des vallées, quoi. ce qui se passe quand il y a les grands gels, on l'a vu ça il y a 3, 4, 5 ans à peu près, il y avait eu des grands gels à cette époque-ci de l'année Oui, qui avaient dévasté les vignes. oui, Et qu'est-ce qu'on a vu faire? Alors, il y avait deux solutions qui ont été employées. Soit les vignerons ont mis des bougies voilà. dans les champs pour faire Ils remonter font la brûler du température. foin, ils font brûler de la paille aussi. Voilà, ce genre de choses. Voilà, tout à fait. Et l'autre solution aussi, tu as peut-être vu ça chez toi, c'est que les gars, ils prennent leur pulvérisateur, tout ça, les grands trucs qui poussent sur le côté, et Oui, ils arrosent juste à la levée du jour, ils arrosent leur vigne. Donc ça oui, paraît contre-intuitif, et quand la gelée arrive, ça glace. Sauf que quand le bourgeon de la vigne est entouré de glace, oui, en dessous de la glace, la température est stabilisée. oui. À l'extérieur de la glace, Hmm. la température continue à descendre. En fait, Exact. la glace sert de protection. Ça sert de protection. Donc on voit bien, là encore, que l'absence d'humidité provoque des dégâts. Si on remettait de l'eau dans les vignobles, on limiterait les dégâts. Alors, ils ont des appareils aussi maintenant, soit des qui font du vent, soit des pour empêcher de geler aussi. C'est Oui, un oui, investissement à l'hectare, ça. mais c'est toujours le même problème de la spécialisation de l'agriculture, Mm, chez eux comme chez nous, en fait. mm, Et on veut mettre l'agriculture dans des cases et ça marche pas. Et en fait, ça mm. ne marche pas, ça provoque des catastrophes. C'est pour ça qu'il va falloir remettre en chantier le modèle agricole et ça passera inévitablement par la polyculture élevage. Ah oui, Une multitude de petites fermes qui produisent plusieurs choses afin de retrouver un équilibre et on va retrouver un cycle naturel, un cycle de nature équilibré. Il faut absolument arrêter d'avoir des grandes zones d'élevage où il y a trop de lisier, trop de matière organique. Et à côté de ça, des zones de céréales où il y a pas assez de matière organique. Et il y a, du coup, on déséquilibre tout, tout est déséquilibré. c'est En la fait, spécialisation qui a fait ça, c'est juste la via le réseau spécialisation. agroalimentaire et puis derrière la Voilà, grande distribution. voilà. Donc, dans les grandes lignes, donc j'ai expliqué l'eau. En fait, pour finir, parce que j'ai dit beaucoup de choses, l'eau, donc, il n'y a pas une ressource, c'est Non. bien un cycle. L'eau, on ne la consomme pas, on l'utilise parce qu'on la prend, on la rejette. Tout le monde fait ça. Donc, c'est une utilisation. On a la même quantité d'eau sur le globe. On ne va pas manquer d'eau. Ça, c'est pour les gens qui sont inquiets. On ne va pas manquer d'eau. Normalement, il y a de l'eau largement qu'il faut. Il pleut largement l'eau qu'il faut. Donc, il n'y a pas de problème. Il faut juste maintenant préserver ce cycle et ça passe par des réserves d'eau et de la végétation verte. Et il faut utiliser abondamment l'eau. Abondamment. Plus on va utiliser d'eau douce, plus on va en retrouver. Donc, il va falloir se retrousser les manches. Très Tout bien. simplement. Très bien. Voilà. Ben, Pierrick, si c'est ton mot de la fin. Oui, oui. Alors je sais, j'ai bien conscience que j'ai un discours qui est un peu gênant, qui est un peu, Non. mais je m'appuie sur la science. Tout ce que Non, j'ai mais expliqué ce soir, c'est la moi, science. moi, les gens que j'invite sur ma chaîne, ils donnent leur opinion, hein. Après, on n'est pas forcément d'accord, mais on est là pour Voilà. essayer d'informer les gens, faire évoluer.
Moi, les gens que j'invite sur ma chaîne, je suis pas toujours d'accord à 100% avec ce qu'ils me disent, mais on est là pour Bah, débattre. faut Et débattre, puis surtout voilà. ouvrir les yeux aux gens et puis les amener à réfléchir pour voir on peut toujours améliorer les choses. Oui, tout à fait. Donc, il y a des solutions, il faut pas avoir peur. Donc, il faut sortir des discours qu'on nous sort en permanence. Voilà. Donc, maintenant, je vais arrêter, mais parce que j'ai dit beaucoup de choses. Mais donc, je vous laisse réfléchir. Et vous, bah voilà, vous pouvez poser des questions. Et ceux qui me connaissent peuvent m'interroger. Oui, Il n'y a oui, pas de souci. ben, ceux qui veulent poser des questions, dans les commentaires, faut pas hésiter. Vous mettez Oui, dans les commentaires des questions et puis Pierrick, tu répondras aux questions dans oui, les commentaires. Donc Pierrick, agriculteur, producteur de lait dans le Finistère. ouais, tout à fait. Eh ben Merci, Philippe. écoute, merci Pierrick et à bientôt. À très bientôt, Philippe. Merci beaucoup. À bientôt, À merci. bientôt.